Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle de Suisse, des montagnes suisses, encore une fois aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui des ajustements et de la façon dont on peut s'adapter sans avoir une peur exagérée aux circonstances qui nous entourent. Encore une fois, je ne suis ni un médecin, ni un spécialiste de virologie, d'épidémiologie, je ne suis pas généticien, mais j'ai pratiqué dans ces différents domaines, donc ça veut dire que mon objectif aujourd'hui, c'est de prendre des informations et de les lier pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est mon point de vue, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Je ne vais pas me substituer aux spécialistes, on a besoin des spécialistes, ils sont capables de vous expliquer à la molécule près comment est-ce que la pointe protéique du virus va se replier avec un atome de fluor et ceci et cela, fabuleux. Moi, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de vous aider à faire juste pour diminuer l'anxiété qui est suscitée par la pandémie que nous vivons aujourd'hui. Je me lève ce matin et je vois qu'on est à peu près à 680 000 cas officiels à travers le monde. Ce qui veut dire que dans une pandémie qui va faire doubler le nombre de cas tous les 4 à, disons, 7 ou 8 jours, mais c'est plutôt 5-6 à l'heure actuelle, on peut imaginer que d'ici la fin de la semaine prochaine, nous serons nettement au-delà du million de cas. On sera vraisemblablement entre 1,2 million et 1,5 million cas. Et la semaine d'après, nous serons vraisemblablement à plus de 2 millions et demi de cas. Donc ça commencera à prendre des proportions importantes. Et c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène. Mais en fait, à l'image de ce qui se passe en Corée du Sud ou à Taïwan ou à Singapour, vous ne devriez pas être anxieux. Parce qu'il y a des mesures relativement simples que vous pouvez prendre et qui vous mettent véritablement à l'abri d'une contamination ou du fait de contaminer des gens qui vous sont chers, des proches. Et si je prends l'exemple de la Corée ou de Taïwan, en Corée, ils ont déjà, à Taïwan, à Hong Kong aussi, vécu ce type d'épidémie avec le H1N1, avec la dernière épidémie du SARS. Donc ça veut dire que dans leur culture, automatiquement, ils savent comment se comporter immédiatement. Ils n'ont pas besoin de ce temps d'ajustement qui, dans nos pays occidentaux, nous coûte tellement cher en termes de nombre de cas aujourd'hui. Et cet ajustement, il est structuré autour de quoi? C'est le fait de porter un masque. Je me permettrai, avant d'aller dans les détails techniques, de rappeler quand même que, pour les gens, pour les sources d'information, Taïwan aujourd'hui, qui est un des pays qui gère le mieux cette crise, pour des raisons purement politiques, n'a pas le droit, entre guillemets, de faire partie de l'OMS. Donc, ça n'est pas un membre du WHO, de l'OMS, pour des raisons qui sont purement politiques. Alors que, si j'ose dire, l'OMS devrait imposer à ses membres la présence d'un pays comme Taïwan ou d'une population comme la population taïwanaise, qui est une des, comme je le dis, populations qui gère le mieux la crise actuelle. Et c'est pour des raisons purement politiques. Je rappelle que, des fois, on m'accuse de faire du fake news pour faire du sensationnalisme, etc. Mais qu'est-ce que c'est que le fake news? Le fake news, c'est les nouvelles qui vous sont données par des gens qui ont un agenda soit commercial ou financier, ou un agenda idéologique ou politique. Et l'agenda idéologique, c'est le pire, parce que ça amène les gens à poser des questions pour confirmer leur thèse de départ. À titre personnel, moi je n'ai ni agenda financier, ni agenda commercial, ni agenda politique, idéologique ou quoi que ce soit. Non, moi j'essaie juste de garder une indépendance de raisonnement par rapport à des faits que je reçois et que je digère et que je vous restitue. Et c'est de les rendre suffisamment compréhensibles pour qu'ils vous soient utiles. C'est ça qui est important. C'est pas de me perdre dans un jargon scientifique ou autre qui rende étanche mon raisonnement et non utilisable par des gens comme vous. Je reviens à ce qu'il faut faire. La première des choses qu'on observe dans tous les pays qui gèrent bien la crise, c'est le port d'un masque. Le masque que vous mettez sur la bouche, éventuellement des lunettes que vous mettez, des types lunettes de cyclisme quand vous faites, ou de sport, quand vous faites du vélo, du jogging de nuit. Pourquoi? Il y a deux effets. C'est que, vous allez beaucoup moins vous toucher la bouche, le nez et les yeux si vous portez un masque et des lunettes.
Donc, quelles que soient les surfaces infectées que vous allez toucher, vous n'allez pas transmettre les virus que vous aurez au bout de vos doigts et sur vos mains, sur votre bouche, votre nez, vos yeux, etc. Vous mettez un masque et des petites lunettes. C'est pas très compliqué. Maintenant, le masque, évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont démontré que le masque ne servait à rien. Attention, le masque, il ne va pas empêcher les particules virales de passer. Il y a des masques très sophistiqués qui le font, mais qui ressemblent à des gros masques à gaz. C'est ce qu'on utilise dans les laboratoires de sécurité type niveau 4, en virologie et en bactériologie. Mais non, un petit masque que vous mettez là-devant. Je rappelle une chose, un virus comme le coronavirus, qui est un assez gros virus par rapport à d'autres, en termes de taille, vous devez comprendre une chose, c'est que vous avez 5 millions de globules rouges par millimètre cube de sang. Donc c'est minuscule. 5 millions de globules rouges par millimètre cube de sang. Et le coronavirus, il est 70, 80 fois plus petit qu'un globule rouge. Donc ça veut dire qu'un masque, vous imaginez bien que ça ne va pas retenir la totalité des virus. Oui, mais comme le virus se déplace par droplets, c'est-à-dire petites gouttes et aérosols même, eh bien, l'aérosol, les gouttelettes, si vous voulez, qui sont en suspension ou autres, que vous pouvez respirer, vont être partiellement retenues. Donc, vous allez diminuer la charge virale de départ. Et si vous diminuez cette charge virale de départ, vous serez beaucoup moins affecté. Pourquoi? Parce que si vous recevez des millions de virus d'un seul coup, eh bien, la quantité de virus augmente de façon très importante à l'intérieur de vos cellules et très rapidement. Donc, ça veut dire que si vous avez des centaines de millions de virus qui arrivent en même temps, la charge virale est super importante, le système immunitaire doit lutter à fond immédiatement, il n'a pas le temps de produire tous les anticorps et toute sa réaction immunitaire pour être véritablement efficace. Et vous allez diminuer le pronostic de la maladie quand vous la déclarez, si vous la déclarez, parce que pour 80% des personnes, entre 60 et 80, c'est quasiment asymptomatique. Donc ça, c'est encore une chance extraordinaire qu'on a dans le champ de cette maladie, c'est qu'à 80% de chance, vous aurez quelques petits symptômes légers. Mais l'idée, et on est en train de le découvrir, il y a beaucoup de rapports qui m'arrivent dans ce sens, c'est que la charge virale de départ détermine le pronostic, une partie du pronostic du patient. Donc si vous diminuez cette charge virale par le port d'un masque, de lunettes, qui vous évite d'avoir des aérosols de façon trop concentrée, qui entrent dans les poumons par la respiration, qui vous évite de vous toucher la bouche, le nez, les yeux, c'est clair que vous allez avoir une charge virale très faible au départ. Et ça va vraiment améliorer le pronostic. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est bien sûr, vous les connaissez, je vais me répéter un peu, mais c'est de rester chez vous. On doit tous aller faire nos courses pour manger. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai une femme, alors je dois quand même sortir de temps à autre. Mais quand je le fais, d'abord, je ne le fais si possible qu'une seule fois par semaine, pas tous les 2 jours. Ne sortez pas tous les 2 jours, restez chez vous, achetez d'un seul bloc ce qu'il vous est nécessaire, ce qu'il est nécessaire d'avoir pour 7, peut-être même 8 ou 10 jours. Si vous pouvez faire vos courses tous les 10 jours, c'est idéal. Pourquoi ? Parce que vous vous exposez, bien sûr, beaucoup moins fréquemment, vous exposez les autres beaucoup moins fréquemment à ce que vous leur transmettez aussi, ça va dans les 2 sens. Et puis, surtout, ça vous laisse la possibilité, quand vous revenez avec vos courses à la maison, donc vous avez mis si possible des gants, si vous avez, les gants c'est un peu moins important, mais vraiment le masque, les lunettes. Et quand vous revenez à la maison, vous posez vos sacs pendant une période de 3 à 5 jours. Alors, achetez des denrées non périssables. Vous achetez des spaghettis, du riz, des faillots, des lentilles, des boîtes de conserve type sardines à l'huile, maquereaux à l'huile, des boîtes de conserve de type sauce tomate, du fromage emballé, des choses que vous pouvez laisser sans y toucher pendant 3, 4, 5, si possible 6 jours. Si vous faites ça, les virus sont inactivés, vous êtes à peu près sûr qu'il n'y aura rien du tout. Maintenant, c'est clair que si vous touchez des surfaces avec vos habits, que vous êtes en train de faire vos courses, que vous allez acheter de la nourriture ou que vous passez à la pharmacie pour des médicaments,
Mais qu'est-ce que vous faites? Si vos habits ont touché des surfaces sur lesquelles potentiellement le virus peut rester actif, ça peut être de l'inox, ça peut être du plastique, ça peut... Voilà. Vous arrivez à la maison, vous enlevez vos chaussures à l'extérieur, sur le pas de porte. Vous enlevez vos gants, vous vous déshabillez, vous allez sous la douche, vous vous savonnez. Si vous pensez que vos habits ont pu être contaminés par quelqu'un qui a toussé à côté de vous ou quoi que ce soit, vous les mettez au sale immédiatement. Vous n'avez pas besoin de les cuire à 80 degrés ou à 90 degrés. Non. Il suffit d'avoir du savon, vous allez éliminer le virus. Donc ça, c'est très important. Donc, vous mettez le masque, les gants, les lunettes, vous entreposez vos sacs pendant 3 à 5 jours. Vous enlevez vos habits et une fois que vos habits sont enlevés, qui sont dans la machine à laver, prêts à être lavés, vous allez sous la douche. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si c'est par arrêt au sol que malheureusement vous avez été touché, que vous avez reçu, les cheveux vont retenir ça avec des virus actifs pendant potentiellement quelques heures. Donc, vous allez vous laver. Et comme ça, vous laissez vos chaussures à l'extérieur. Et j'allais dire, vous devez vraiment considérer votre appartement, votre maison, votre lieu de vie, comme un lieu stérile, comme un havre de paix, dans lequel vous pouvez revenir et où vous savez que les objets de la vie quotidienne, vos habits, tout ce que vous utilisez, est exempt de virus. Donc, il ne faut pas avoir peur. Vous transformez votre maison, votre lieu d'habitation en havre de paix qui est exempt de tout ça. Alors, ce qui est important, évidemment, on me pose des questions par rapport à la température, par rapport à l'aération. Il faut aérer, c'est clair. Alors, évidemment, si vous êtes dans un milieu qui est très confiné, dans des immeubles où il y a beaucoup de gens, essayez d'aérer peut-être la nuit, à des moments où il y a moins de gens encore. Bon, il y a déjà peu de gens dans les rues, mais où il y a moins d'exposition. Ça, c'est important aussi. Mais vous devez aérer régulièrement. Quant à la température, oui, on sait que le virus se plaît plutôt dans des environnements frais. Maintenant, est-ce qu'il est inactivé par la congélation? Je n'ai pas de données à ce niveau-là, désolé. Mais je sais que dans des températures qui s'élèvent, le virus est moins content, il sera actif moins longtemps. En particulier, s'il est au soleil, les rayons ultraviolets vont déstructurer les ponts azotés de son brin d'ARN, c'est-à-dire de son matériel génétique. Et si des ultraviolets arrivent sur ce matériel génétique, le matériel génétique est très sensible aux rayons ultraviolets. Donc il va survivre peut-être quelques minutes, mais pas quelques heures. Donc le fait de poser quelque chose au soleil va véritablement agir comme un pseudo-désinfectant en éliminant la capacité du virus de maintenir sa structure génétique. Donc voilà, ces règles les plus élémentaires devraient vous éviter de devoir avoir peur, de devoir être anxieux. Il n'y a pas d'anxiété à avoir. C'est clair qu'on sort d'un environnement qui a été linéaire en termes de notre prise de risque. On est dans des générations où on n'a jamais connu de guerre, on n'a jamais connu des ruptures majeures de l'environnement qui ont amené à devoir avoir une réponse très forte et rapide au changement d'environnement. Aujourd'hui, c'est ce à quoi on est exposé. Et on le voit, les gens sont la plupart du temps bien intentionnés. Nos politiques qui ont tellement de mal à réagir en Occident, il ne faut pas croire que ce sont des gens mauvais ou qui font ça uniquement pour des raisons économiques, etc. Ils font au mieux de ce qu'ils peuvent faire, mais ils sont pris dans l'inertie des systèmes de pensée, de ce qu'ils ont appris, etc. C'est logique qu'ils soient complètement empruntés. Alors, par vous-même, montrez-leur, entre guillemets, l'exemple. Comme disait Albert Schweitzer, l'exemple n'est pas la seule façon d'éduquer, malheureusement, c'est la seule. Montrez à vos hommes politiques, par votre exemple, par votre sérénité, j'allais presque dire, que vous faites ce qui est important, vous portez un masque, vous faites ce que font la Corée du Sud, le Taïwan, Singapour, Hong Kong. Copiez, quand un modèle fonctionne, on ne va pas en réinventer un nouveau. On utilise celui qui fonctionne. Voilà. Donc, je pense que c'est
C'est très important. Maintenant, d'un point de vue de l'économie, un très rapide point, parce que j'ai beaucoup de questions malgré tout de gens qui me disent oui, mais si j'ai 10 000 ou 50 000 dollars ou 50 000 francs, 50 000 euros ou 100 000, qu'est-ce que je dois faire pour les protéger? Vous devez savoir qu'on n'est qu'à l'orée d'une crise économique. J'en parlerai d'ici peu. Je le promets pour les gens qui m'ont bien souvent posé ces questions. J'en parlerai d'ici peu. Mais on est à l'orée d'une crise qui va être majeure. Pourquoi? Parce on est vraiment devant un risque de dévaluation des monnaies. Je ne parle même pas d'inflation galopante, ça on va la connaître, mais de dévaluation. Et ce qui va se passer, c'est que vraisemblablement, si on injecte trop d'argent à l'intérieur d'un système, à un moment donné, les investisseurs ne feront plus confiance à la valeur de l'argent. J'en ai déjà parlé. Donc, qu'est-ce qui se passera? Les États vont dévaluer. Et c'est une autre façon de vous voler la valeur de vos économies. Parce que si vous avez 100 000 francs ou 100 000 dollars dans un compte, et puis que tout d'un coup, l'État décide de dévaluer de 20%. On a vu ça sous François Mitterrand en France. On l'a vu à de multiples reprises dans l'histoire. Pardon. C'est une façon de vous prendre, admettons qu'on fasse une dévaluation de 20%, est une façon de prendre 20% de votre capital. L'État a printé, a fait fonctionner la planche à billets, merci beaucoup. On a dépensé cet argent, l'État a dépensé cet argent, et on dévalue de 20%. Donc, quelque part, on vous prend 20% de la valeur de vos économies. C'est-à-dire que si vous avez 100 000, vous n'en avez plus que 80. Et cette valeur, c'est l'État qui s'est chargé de la distribuer au gré de ses intérêts, de vos intérêts, c'est bien évident. Mais de ses intérêts malgré tout. Donc, ça veut dire que pour éviter la perte de valeur due à ce genre de mouvement qui va arriver, j'expliquerai pourquoi, la seule chose importante, c'est les actifs tangibles. Les actifs tangibles, c'est l'immobilier, les terrains, c'est l'or, c'est l'argent, c'est les quelques métaux précieux, semi-précieux. Ce sont des actifs tangibles. Donc, si vous avez la possibilité de mettre vos économies dans de l'immobilier, dans de la pierre, dans des terrains, je pense que c'est le moment de le faire. Voilà, je dis ça à titre perso. Moi, je l'ai fait pour ma part, avec mes maigres économies, si j'ose dire, mais je le fais de cette façon. Maintenant, d'un point de vue de la nourriture, il y a 2-3 règles de base dans le domaine de l'alimentation. C'est que dans la mesure du possible, pour booster votre système immunitaire, il faudrait déjà diminuer la quantité de sucre. Si vous arrivez à diminuer la quantité de sucre, vous allez déjà énormément aider à la manœuvre. Voilà, je ne m'étendrai pas plus loin aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Paix à vous et à tous les citoyens de la planète. Peace out.